Hey everyone, it's Danny Haifa. Salut à tous, c'est Danny Lang. Bienvenue de retour dans l'émission. Cliquez sur like dès votre arrivée pour soutenir le programme. Aujourd'hui, nous avons une émission très intensive et approfondie pour vous, donc ne la manquez surtout pas. L'OTAN est secouée et l'Ukraine est en panique, alors que la Russie, fraîchement sortie de grandes réussites diplomatiques en Chine, ces 4 derniers jours, a lancé une attaque aérienne et de drones écrasantes, avec plus de 500 drones dirigés vers des sites militaires, ciblés à travers l'Ukraine. Trump est déçu, dit-il, mais il a passé la majeure partie des dernières semaines à punir tout le monde, ou du moins à essayer de le faire, lié à la Russie, mais pas nommer la Chine. Alors que Trump observe la Russie se rapprocher de plus en plus de la Chine, de la Corée du Nord et du reste du Sud global, la destruction de l'Ukraine et de l'OTAN se rapproche de plus en plus. Pour discuter de tout cela et bien plus, j'ai 3 bons amis de l'émission. Tout d'abord, nous avons Scott Ritter, ancien inspecteur des armes de l'ONU, officier du renseignement du corps, des marines des États-Unis, auteur, analyste géopolitique et journaliste. Scott, ravi de te voir. Ravi de vous voir. Très heureux d'être de retour ici. Et Garland Nixon, qui est également commentateur et analyste géopolitique, et il est l'animateur de sa propre émission YouTube. Scott et Garland ont maintenant leurs propres émissions sur YouTube sous leur nom. Garland Nixon, ravi de te voir. Merci beaucoup de m'avoir invité. Oui. Et enfin, nous avons Andre Martinov. C'est un analyste militaire et géopolitique, auteur, et il a également sa chaîne YouTube Smoothie, que vous pouvez retrouver dans la description de la vidéo. Andre, ravi de te revoir. C'est avec un grand plaisir. Très bien, messieurs, commençons. Je veux parler de... Il y a eu des rapports dans les médias occidentaux traditionnels concernant l'ampleur des frappes récentes de la Russie. Cela survient alors que Vladimir Poutine vient de terminer une visite de 4 jours en Chine. Et pendant ce temps, le Washington Post a indiqué, eh bien, les frappes contre l'Ukraine ont en réalité ralenti. En août, mais maintenant, il y a panique car elles ont repris depuis le sommet de l'Alaska. Voici les dernières nouvelles. L'OTAN déploie des avions alors que la Russie lance plus de 500 drones et missiles sur l'Ukraine. Il parle de la Pologne en état d'alerte maximale face aux attaques russes. Je voulais commencer par cela, Scott, pour parler de notre situation exacte, car la Russie poursuit sa campagne. Il n'y a eu aucun relâchement et ces attaques, selon les médias occidentaux traditionnels, deviennent en fait plus fréquentes après les réunions diplomatiques et les tentatives de présenter la Russie comme l'agresseur pendant ces discussions américano-russes, ou du moins ce qu'il en reste, après ce qui semble être un léger blocage. Quelle est ton évaluation exacte de la situation et de ce que la Russie fait réellement, contrairement aux analyses des médias occidentaux? Eh bien, rien ne se passe dans le vide. La Russie ne se réveille pas un matin et décide arbitrairement « faisons ceci, cela ou autre chose ». Je pense que ce que nous voyons dans le ciblage effectué par la Russie relève de plusieurs points. Premièrement, la Russie est sérieuse dans sa volonté de mettre fin à ce conflit selon des termes acceptables pour elle, ce qui signifie que la Russie et uniquement la Russie dictera l'issue de cette guerre. Deuxièmement, combien la Russie a été responsable dans la conduite de ce conflit. Nous voyons 2 catégories de cibles touchées récemment, et l'Occident appelle cela une escalade. La première catégorie concerne les installations de l'industrie de défense. Il faut se demander, pourquoi maintenant? Pourquoi n'ont-elles pas été frappées avant? Voyez-vous, l'objectif de la Russie n'est pas de supprimer la capacité de l'Ukraine à fonctionner comme un État industriel moderne. Ainsi, la Russie frappe des installations de l'industrie de défense qui produisent des capacités menaçant la Russie. Et ce que nous avons observé récemment, c'est que l'Occident a transféré des technologies de missiles balistiques et de drones provenant de sources occidentales.
dans le cas de la Turquie, de sources turques, sur le sol ukrainien et s'apprêtait à préparer des armes qui pourraient être tirées contre la Russie. La Russie a identifié ces sites et les a neutralisés de manière très agressive. L'objectif de la Russie est d'empêcher l'Ukraine de disposer de la capacité de lancer ses armes, souvent conçues en Occident, et produites à l'aide d'outils et de moyens apportés en Ukraine par l'Occident. La Russie les détruit. Deuxièmement, la Russie a décidé de frapper plus agressivement l'infrastructure énergétique ukrainienne en réponse aux attaques ukrainiennes contre la capacité de raffinage du pétrole russe. Clairement, les Britanniques ont joué un rôle important dans le suivi et les Ukrainiens ont été assez efficaces. La Russie a dit « assez, c'est assez » et répond maintenant de manière disproportionnée, ce qui signifie que l'Ukraine sera désormais paralysée sur le plan énergétique. C'était le choix de l'Ukraine qui a choisi d'escalader à ce niveau et elle en paiera le prix. C'est ce que nous voyons. Avec le ciblage continu des munitions occidentales entrant en Ukraine, des aéronefs, des capacités antiaériennes, etc., nous observons une escalade de la campagne aérienne. Et au sol, c'est encore une fois la domination russe totale. Je pense que les autres pourront également en parler. Yeah, Andre, how about to you? What's your Oui, assessment Andrei, of the situation qu'en penses-tu? now, Quelle est ton évaluation de la situation alors qu'il y a eu des discussions diplomatiques entre les États-Unis et la Russie, mais que les médias occidentaux affirment en continu que la Russie est l'agresseur? Qu'en est-il réellement? C'est très simple. En réalité, j'ai juste un outil extrêmement puissant, un crayon. Et il y a une autre technologie très avancée, une simple feuille de papier. Donc même lorsque vous faites le calcul de base, et encore une fois, il s'agit de la corrélation des forces, cela signifie que l'Europe n'a absolument aucune voix ici. Ils sont un tigre de papier. Militairement, ils sont impuissants. L'Ukraine est en train d'être détruite en tant qu'État dans le sens où sa capacité militaro-industrielle est anéantie. Et comme l'a justement souligné Scott, l'énergie est également en train d'être détruite. Et la Russie peut continuer cela aussi longtemps que nécessaire. Car évidemment, quand on parle des médias traditionnels en Occident, Hunter Thompson a donné une très bonne définition de la presse et des médias dans son Fear and Loathing in Las Vegas. Et je ne vais pas reprendre ce vocabulaire ici pour éviter de nous faire censurer, mais l'essentiel, c'est qu'il crée beaucoup de bruit. C'est sans importance. En termes de production, par exemple, des drones Geran, seuls. Il y a d'autres types de drones et bien sûr différents types de missiles de croisière et d'autres armes à longue portée. La Russie produit 600 Geran par jour. Donc elle peut continuer tant que nécessaire. Et oui, ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Produire beaucoup de paroles et de bruit, cela ne change pas la réalité simple sur le terrain. C'est la seule chose qui façonne vraiment tout. Comme je le répète sans cesse, la Russie parlera aux États-Unis et il doit y avoir des discussions entre la Russie et les États-Unis. Ce sont les deux superpuissances les plus importantes et il est donc nécessaire de maintenir la paix mondiale. En ce qui concerne l'Europe, c'est absolument sans importance. C'est un objet, ce n'est pas un sujet de politique internationale. Et là, en fait, les communications entre Poutine et Trump en Alaska, par exemple, et ce qui se passe économiquement, il y a des pistes séparées, si vous voulez. L'opération militaire spéciale est une opération militaire spéciale, et les Russes ont sûrement des cloques sur la langue à force de répéter la même chose. Tous les objectifs politiques seront atteints, y compris le renversement du régime de Zelensky. Pure activité économique et autres, absolument. Les États-Unis et la Russie sont voisins, nous sommes voisins, vous le savez. Donc c'est littéralement à côté l'un de l'autre, et il y a des ressources gigantesques également dans la partie américaine de l'Arctique. Ce qui, vous savez, qu'est-ce que l'Amérique? Sortir du puits? Sinon, si ce n'est pas la catastrophe complète, au moins, au lieu de s'écraser, ce sera un atterrissage brutal, mais le pays survivra et continuera. L'Europe est finie, c'est terminé. Même question pour toi, Garland. Oh, désolé, attendez. Voilà. Repose-moi la question. Oh, just what's your assessment of the situation given that Eh bien,
Quelle est ton évaluation de la situation, sachant que la Russie est censée intensifier ses attaques, mais qu'en même temps, il y a eu ces discussions qui ont eu lieu avant et pendant? Quelle est ton analyse de notre position réelle maintenant? Eh bien, là où nous en sommes, c'est que la Russie continue de faire ce qu'elle fait, ce qui signifie éradiquer l'ennemi. Je pense qu'une partie de leur plan de dénazification consiste en la destruction à long terme des capacités militaires de l'Ukraine, tant en personnel qu'en matériel de guerre. Vous savez, je dis depuis longtemps que ce que la Russie a transformé l'Ukraine en, c'est un compacteur à ordures de l'OTAN. Vous jetez du matériel de guerre, des chars, des M7 et toutes les armes fantastiques. Vous jetez le personnel ukrainien ou des mercenaires, et la Russie les détruit. Et quand le compacteur est vide, on le remplit à nouveau, et la Russie le détruit encore. Je pense que c'est ce que fait la Russie. Je pense que la Russie reconnaît qu'il existe même un plan de l'OTAN pour la conclusion du soi-disant conflit, moment auquel ce qui reste des ressources ukrainiennes, hommes et ou femmes, sera utilisé pour une sorte de guerre sale. Et je pense que le plan de la Russie est d'éliminer toutes ces ressources si nécessaires et de briser complètement l'Ukraine, afin qu'à la fin, les habitants restants n'aient aucune volonté de combattre et veuillent simplement que tout cela se termine et qu'ils puissent retrouver une vie normale. Donc je ne pense pas que la Russie ait de limite temporelle pour cela. Ils n'accélèrent ni ne ralentissent. Ils ont des objectifs. Ils frappent les objectifs et ils continueront tant que le compacteur de l'OTAN sera rempli. Ils continueront à le vider jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien à y mettre. Yeah, no, a very good point, Garland and everyone. Now, I wanted Scott to get. Oui, très bon point, Garland et tout le monde. Maintenant, je voulais que Scott parle de la réaction de Trump à tout cela, car c'est ainsi qu'il perçoit les développements que nous venons de discuter. Je suis très déçu de lui. Lui et moi avons toujours eu une excellente relation. Je suis très déçu. Des milliers de personnes meurent. Ce ne sont pas des Américains qui meurent, mais des Russes et des Ukrainiens. Et il y en a des milliers. C'est une guerre qui n'a aucun sens et elle n'aurait jamais commencé si j'avais été président, et c'est ce qui me dérange encore plus. Parce que l'élection a été totalement truquée et c'est une honte. Nous verrons ce qui se passe. Mais je suis très déçu du président Poutine, je peux le dire, et nous ferons quelque chose pour aider les gens à vivre. Vous savez, ce n'est pas une question d'Ukraine, c'est pour aider l'Ukraine, gens à vivre. Scott, il fera quelque chose pour aider les gens à vivre. Quelle est votre réaction à cela? Oh, désolé. Attendez. Va-t-il envoyer 3200 missiles ARAM à... Je veux dire, parce qu'il livre de l'aide humanitaire, non? Je veux dire, ces missiles, vous savez, aider l'Ukraine à obtenir une capacité de frappe offensive pour rétablir l'équilibre. Je veux dire, il n'a aucun plan. Les sanctions, vous savez, Scott Besson parle de sanctions, il n'a littéralement aucun plan. Mais je pense que c'est en fait une partie du plan, et je vais vous dire pourquoi. Regardons les missiles ARAM, Extended Range Attack Missile. Peu importe ce que signifie le A. 3200 de ces missiles, c'est énorme. Ils l'ont annoncé, 850 millions de dollars. Les Européens payent et ils vont les donner aux Ukrainiens. Le problème est que quand on lit les petits caractères, d'abord, ils ne se sont pas totalement engagés à les donner aux Ukrainiens. Et l'une des raisons est que le missile n'existe pas. Il y a un contrat de 34 millions de dollars avec l'un des principaux fournisseurs chargé de produire un prototype. Mais ce prototype doit être livré en octobre 2025. C'est le mois prochain. Donc le prototype n'existe même pas encore. Une fois que vous avez le prototype, il faut le soumettre à de nombreux tests et ensuite, une fois approuvé, et il pourrait accélérer, mais cela prendrait quand même quelques mois. Alors on passe à la production en série. Mais avant la production en série, il faut aligner tous les autres composants. Cela prend du temps. Il faut que les fournisseurs soient validés, que l'espace de production soit attribué. Ils ne savent même pas encore où ils vont les fabriquer. Il n'y a pas de hall de production, pas d'outils. Ce n'est qu'un prototype.
Selon les informations, la production maximale estimée, une fois que les rames seront en production, est de 1000 missiles par an. Donc, en se basant sur ce que nous savons, le prototype sera disponible en octobre. Supposons qu'ils accélèrent le processus et que 6 mois plus tard, ils commencent enfin à produire. Où en serons-nous? Nous parlons de mai 2026, lorsqu'ils pourront commencer la production. Pour produire 1000 missiles, il faudrait passer à la production complète. Au début, vous ne produisez qu'un petit nombre, mais on parle littéralement de 2030 avant que les 3200 missiles puissent même être fabriqués de façon plausible. 2030, nous sommes en 2025. C'est juste ridicule. C'est une honte totale de parler de fournir à l'Ukraine des capacités que tout le monde sait impossibles à fournir. Ce qui montre que ce n'est qu'une posture du président. Le président sait qu'il fait face à une énorme opposition politique. Cette opposition vient de personnes comme Marco Rubio, son secrétaire d'État conseiller à la sécurité nationale, qui déteste la Russie et tout ce qui concerne les Russes, et qui sabote le président partout où il va. Scott Payson, russophobe de longue date. Les seuls mots qu'il connaît à propos de la Russie sont tarifs et sanctions. Rien d'autre. Il ne veut aucun compromis, aucun accord. Mike Ratcliffe, directeur de la CIA, extrême russophobe, n'aime pas ce que fait Tulsi Gabbard en exposant Russia Gate et n'apprécie pas qu'elle montre que tous les analystes russes de la CIA sont russophobes. Ils ne connaissent rien à la Russie, ils ont juste appris à dire « Vladimir Poutine mauvais » et ils se disent « Ah, tu es qualifié pour ce poste ». Les seules personnes qui soutiennent même un peu ce que fait le président sont J.D. Vance, le vice-président, un allié important. Steve Wackoff, mais il est émissaire. Il n'initie pas de politique, il l'applique. Et Tulsi Gabbard, elle, voit souvent ses ailes coupées. Ils ont mis Aaron Lucas, russophobe de longue date et agent de la CIA, comme son adjoint pour la surveiller. Voilà la réalité. Je reviens de Russie. Les Russes comprennent cela. Donc tous ceux qui se demandent comment Poutine prend-il la crise de colère de Trump, ils s'en moquent. Ça glisse sur lui comme de l'eau sur un canard. Les Russes savent parfaitement que Donald Trump porte ce fardeau seul. Les Russes croient que Trump veut la paix et s'il en a la possibilité, créera les conditions pour la paix. Mais ils ne se font aucune illusion sur le fait que Trump puisse concevoir et appliquer une politique sans opposition. D'immenses forces sont alignées contre lui en ce moment. Et la moitié de ses actions sont conçues pour apaiser ceux qui sont prêts à le contrer parce qu'il a osé rencontrer Poutine en Alaska. Yeah, Andre, your take on Trump's response, it appears Donald Trump wants. Andrei, ton avis sur la réaction de Trump? Il semble vouloir sortir de l'Ukraine, quelles que soient les raisons, mais cela ne semble pas se produire et sa frustration monte. Parfois, il paraît impuissant, je ne suis pas entièrement d'accord, mais c'est l'impression que ça donne. Quelle est ton évaluation de sa réaction face à la poursuite de la campagne russe? Scott a absolument raison. Tout d'abord, je le félicite pour avoir évoqué les rames. Les Russes en rien, et en réalité, les rames n'est rien d'autre qu'une variation sur le JDAM avec un moteur ajouté, juste pour que ce soit un missile qui est en réalité une bombe volante. Oui, et Scott a raison de dire que ce n'est même pas au stade du prototype. Oubliez la capacité opérationnelle initiale. Mais il a aussi raison sur le point suivant, c'est typique de l'administration Trump. Que reçoit-il? Des gens prêts à le contrer autour de lui, et il qualifie cela de merveilleuse administration. Son terme favori, c'est une belle administration. Donc, si lui-même ne sait pas ce qu'il fait, que puis-je dire? Et Scott a raison de dire que les Russes en sont conscients. En fait, il y a maintenant des mèmes qui circulent. Soyons francs, ils n'ont rien ouvertement. Cela tourne autour du style « je t'aime, je ne t'aime pas ». Un jour, il aime Poutine, un autre jour, non. C'est une schizophrénie complète de l'administration américaine. Et Trump est le responsable. Peu importe ses intentions réelles, et les véritables stratèges et hommes d'État, peu importe ses intentions,
trouve l'équipe pour cela. Le problème est qu'il dépend totalement de ses donateurs et tombe entièrement sous le contrôle des néoconservateurs. Les Russes s'en moquent. Comme je le répète constamment, les responsables russes, de Poutine à Ryabkov, à Lavrov et d'autres, savent que l'opération militaire spéciale continuera jusqu'à ce que tous les objectifs soient atteints. C'est simple. Et comme on le constate ici, il y a la réaction schizophrénique des médias dominants, tous ces experts de la quatrième puissance qui ne comprennent rien à ce dont ils parlent. La seule chose qu'ils maîtrisent, c'est le récit narratif. Scott a également raison. Trump ne dispose pas d'informations fiables. Il n'y a pas de véritables renseignements aux États-Unis ni ailleurs sur la Russie, car les seuls experts qu'ils ont sont des russophobes. Non, pas même des russophobes. Ce sont des personnes qui ont une haine viscérale de la Russie. Et de ce fait, que peut-on attendre d'eux? Ils ne sont pas qualifiés pour fournir une analyse professionnelle sérieuse. J'ai déjà signalé cela dans ma carrière aux États-Unis dans la dernière décennie. Donc, ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent introduire ce qu'ils veulent, ça n'a aucune importance. Voilà le point crucial, et surtout après Pékin et après Tianjin, les Russes s'en moquent. Vous savez, si les États-Unis, ou M. Trump dans ce cas précis, n'obtiennent pas leur sortie, les personnes qui l'entourent veilleront à ce que les États-Unis soient complètement ruinés. Parce que ces personnes, bien que le directeur de la CIA, Rubio, soit en fait vous savez, un intendant, c'est un avocat. Il ne connaît vraiment rien en matière de diplomatie réelle et encore moins en relations internationales. Mais, vous savez quoi? Maintenant, il est à la fois secrétaire d'État et bien sûr conseiller à la sécurité nationale. Trump l'a nommé. Désolé. Que puis-je dire? C'est comme ça. Yeah, Garland. Garland, même question, même situation pour toi. Ton évaluation? Quelques points. Premièrement, je pense que les Russes reconnaissent que Donald Trump, pour l'essentiel, s'exprime en interne. Il ne fait pas de déclaration originale qu'il aurait inventée tout seul. Il s'adresse aux ennemis internes, aux factions internes qui sont en guerre contre lui et qui, vous savez, le harcèlent constamment. Donc ce que dit Donald Trump sert à gérer les problèmes internes et l'instabilité de l'empire qu'il dirige. Je pense aussi que les Russes, vous savez, la réponse à la question de comment les Russes perçoivent cela se trouvait en Chine. Les Russes ont tourné la page. Ils font ce qu'il faut pour renforcer leurs intérêts économiques et stratégiques. Ils considèrent les États-Unis comme un adversaire instable, armé de l'arme nucléaire, qu'ils doivent gérer. Ils comprennent que l'Union européenne fait face à des problèmes économiques catastrophiques et pourrait bientôt tomber dans une sorte de soulèvement révolutionnaire. Mais que les États-Unis, bien qu'instables politiquement, restent plus stables à long terme que l'Union européenne. Ils devront donc gérer des adversaires instables tout en avançant dans le nouveau monde avec l'Inde, la Chine et le Sud global en ascension. Donc, chaque fois que j'entends ce genre de propos de Trump, ma réaction est toujours la même. Peu m'importe ce que Trump dit, je regarde les actions qu'il entreprend ensuite, car il parle surtout aux gens qui l'entourent et gère les problèmes internes. Avant de poursuivre cette vidéo, nous aimerions vous demander un petit geste de soutien. Rejoignez notre chaîne pour nous aider à continuer à offrir au public francophone un contenu informatif, libre et surtout différent de ce que diffusent les médias traditionnels, souvent bien loin de la réalité. Produire ces vidéos demande du temps, de l'énergie et surtout beaucoup de ressources. Et comme nous refusons de dépendre uniquement des vues YouTube, votre soutien direct est essentiel pour préserver notre indépendance. Cliquez simplement sur le bouton « Rejoindre » juste à côté du bouton « S'abonner » ou suivez le lien disponible en description. Merci d'avance pour votre soutien et maintenant, place à la suite de notre vidéo. Yeah, and Scott, so I wanted to now discuss this. Oui. Et Scott, je voulais maintenant aborder ce qui est répété par l'Occident collectif,
par l'OTAN et par Trump lui-même sous différentes formes. Ce renforcement militaire, on parle de renforcement pour l'Ukraine, censé être plus efficace que n'importe quelle garantie de sécurité, comme vous le suivez sans doute surtout avec l'Europe, qui parle de l'importance de garanties de sécurité totalement contraires à tout ce que la Russie a dit. Mais malgré tout, le New York Times affirme que l'Ukraine poursuit un renforcement militaire de plusieurs milliards financé par l'Europe comme meilleure chance d'assurer sa survie à long terme. Scott, de quoi s'agit-il exactement? Est-ce même possible? Et quel impact cela aura-t-il? L'Europe continue de dire que la Russie n'est pas réellement pour la paix, alors qu'elle intensifie ses attaques et poursuit sa campagne. Mais ici, il s'agit de continuer à militariser l'Ukraine, ce que la Russie cherche à empêcher. Tes impressions? Tout d'abord, soyons clairs, c'est de la fantaisie. La réalité est que la Russie n'acceptera pas de terme de fin du conflit qui n'implique pas la démilitarisation. Et démilitarisation signifie exactement cela. Une réduction significative de l'armée ukrainienne formée et équipée par l'OTAN afin d'écarter l'OTAN. Il n'y aura plus de défense réelle, plus d'industrie de défense significative. Elle ne sera pas autorisée à exister. Voilà pourquoi la Russie a dit qu'il n'y aurait pas de cessez-le-feu. Le conflit se termine quand il se termine, selon des conditions qui abordent les causes profondes de cette guerre. L'Occident ne semble pas vouloir accepter cette réalité. Donc, la Russie continue son chemin. On a vu Ursula von der Leyen déclarer l'autre jour que l'Ukraine devenait la forge militaire de l'Europe. Elle a dit que l'armée ukrainienne était en réalité la première armée européenne. Ce qui signifie que nous formons ces soldats, nous les équipons, c'est notre armée, et nous devons l'utiliser judicieusement. Et en parallèle, l'Ukraine reconnaît la réalité politique. Peu importe le blabla européen sur le déploiement de troupes, il n'y aura pas de troupes européennes sur le sol ukrainien en formation militaire organisée pour plusieurs raisons. D'abord, la Russie ne le permettra pas. Ensuite, ils ne peuvent simplement pas les déployer. Donc, ce que dit l'Ukraine, c'est que plutôt que de les abandonner, il faut leur donner la capacité de construire des armes à longue portée pour que lorsque le cessez-le-feu arrivera et que le conflit sera gelé, ils puissent commencer à construire leurs usines et produire leurs armes. C'est le plan de l'Ukraine, un plan britannique appelé Keep Ukraine in the Fight, élaboré par le MI6 et le Foreign Office depuis la contre-offensive ukrainienne catastrophique de l'été 2023. L'objectif est de s'assurer que l'Occident ne lâche pas l'Ukraine. Il faut donc créer l'illusion que l'Ukraine reste dans le combat. Et en parlant de production de missiles et de capacités militaires, ils ne parlent pas de les avoir maintenant. Ils ne le peuvent pas, la Russie les détruit tous. Ils parlent de les avoir quand la guerre sera terminée. C'est ainsi que ça fait partie de leur garantie de sécurité. Comme je l'ai dit, s'ils essayent de mettre ces choses en place maintenant, elles sont détruites. La Russie ne permettra rien sur le sol ukrainien. Rien. Zéro. Et quand la guerre se terminera, ce sera quand la Russie dira que c'est fini. C'est juste de la fantaisie européenne et ukrainienne. Tragiquement, cela prolonge cette guerre plus que nécessaire. 1 700 000 morts ou disparus, c'est un vrai chiffre. Si on regarde de près, 625 000 à juillet de cette année, morts ou disparus. Eh bien, vous savez, je ne suis qu'un simple marine. Je ne prétends pas être le plus grand mathématicien, mais bon, cela fait environ 90 000 par mois. Et les choses ne font qu'empirer pour les Ukrainiens, donc on parlera sûrement de 100 000, 110 000 par mois d'ici la fin de l'année. Ce sont des morts, vous savez, ou disparus. Ce qui signifie que vous ne les retrouverez jamais. Cette guerre ne peut pas être gagnée, elle ne peut pas être soutenue. Et je suppose que la seule bonne nouvelle avec ces pertes, c'est qu'il est sûr que l'Ukraine ne pourra pas continuer ce combat bien plus longtemps. Mais la mauvaise nouvelle, c'est que l'Occident semble ravi de laisser ces Ukrainiens mourir. Encore une fois, ce ne sont pas des chiffres insignifiants. 90 000 en ce moment par mois. 90 000.
Et si cette guerre continue, 100 000, 110 000. Et si vous pensez que les Russes subissent des pertes similaires, vous vous trompez fortement, les gars. Parce que les pertes russes sont bien plus faibles. Je veux dire, la Russie est, encore une fois, c'est un conflit à haute intensité. Vous savez, la Russie perd 176, 200, 215 morts. Vous savez, environ par semaine sûrement. C'est la guerre, c'est pas une blague, c'est la guerre. Mais les pertes russes, bien qu'élevées, sont facilement remplaçables. La Russie ne se contente pas de les remplacer, elle dispose de réserves qui entreront en jeu quand elle le décidera. Cette guerre est tellement déséquilibrée que ce n'est même pas drôle. Vous savez, les Ukrainiens ne peuvent pas faire de rotation de troupes. Vous savez ce que c'est qu'une rotation de troupes? Faire sortir une unité ukrainienne d'une zone calme pour l'envoyer dans une zone de combat intense. C'est votre rotation. Pas de repos. Et en vous déplaçant, vous êtes touché. Vous êtes touché avant d'entrer, puis une fois à l'intérieur, vous devez vous replier et vous mourrez. Donc, ils se déplacent et meurent. Vous savez ce que font les Russes? Ils entrent, combattent pendant quelques jours, puis sont retirés, se reposent, se rééquipent, pendant que d'autres arrivent, troupes fraîches, très entraînées, bien équipées, motivées, boum. Et les Russes continuent à les faire entrer et sortir. Les Russes sont frais, les Ukrainiens sont épuisés. Cette guerre est terminée. The Russians are fresh. The Ukrainians are exhausted. This war is over. Yeah, and given this, André, Et compte tenu de cela, André, vous savez comment cela va se passer malgré ce que Scott dit, que c'est de la fantaisie, ils essaient quand même. Donc le plan est d'acheter des armes aux États-Unis. Trump semble satisfait, genre je me lave les mains, je ne fais rien, mais vous savez, les Européens peuvent acheter. Quoi qu'ils en fassent, ils en font ce qu'ils veulent. Mais en même temps, quelle est votre réaction à ce plan global auquel Scott vient de réagir? Well, Scott said it pretty much all. I mean, there's nothing real. Scott a quasiment tout dit. Il n'y a rien de réel derrière tout ça. Et quand les Britanniques planifient quelque chose de militaire, vu leur niveau d'éducation et d'expérience militaire assez faible, ils tuent beaucoup d'Ukrainiens. D'accord, ils tuent beaucoup de gens. Mais oui, ce n'est pas du vrai militaire. Leurs institutions militaires sont une blague, que ce soit à l'école professionnelle de Sandhurst ou le King's College ou leur soi-disant collège d'état-major. Tout est une blague. Un niveau très bas, pour les incompétents principalement. Par conséquent, ils n'ont même pas la compréhension de ce qu'est la guerre moderne, ni de ce qu'était l'ancienne guerre et comment les pertes se rapportent réellement. C'est évidemment inspiré de la Russie. Et quand on regarde l'efficacité au combat, Scott a absolument raison. Que puis-je dire? Ils peuvent rêver ce qu'ils veulent. Ce sont de mauvais rêves d'empire, qui n'est rien de plus qu'une petite île puante qui approche rapidement du niveau de vie du tiers-monde. Donc oui, qu'ils planifient. Le problème, c'est que les États-Unis ne peuvent plus fournir quoi que ce soit. Ils peuvent peut-être fournir une seule carte si vous voulez. Les Russes seront heureux de l'avoir là, parce que c'est un bon gain pour ceux qui vont la détruire. Aucun système d'armes dans l'arsenal de l'OTAN ne peut changer quoi que ce soit au niveau tactique. Oubliez le niveau opérationnel ou stratégique. Et donc, on a ce qu'on a, ce qui signifie une catastrophe. Et ce que beaucoup de gens oublient aussi, ce 1 700 000, multipliez-les au moins par 2. Vous savez ce que cela fera? Des mutilés, des handicapés, toutes sortes de personnes blessées, certaines avec un stress post-traumatique, sûrement, surtout compte tenu de l'intensité du conflit. Donc ça fait quoi? 1 700 000, plus 3 400 000, oui, 5 100 000 victimes. Et cela commence à affecte déjà profondément ce qui reste de la société ukrainienne. Et en termes de « ils peuvent rêver comme ça », ils ont créé ce Flamingo, ce gigantesque engin volant laid qu'ils essaient de vendre à tous ces crétins à Bruxelles et ailleurs en prétendant que c'est une arme valide. Regardez l'efficacité de la défense aérienne russe qui ne fait que croître. Et s'ils pensent que ça peut changer quelque chose, j'ai un pont à vendre. Prépaiement, je fournirai les numéros de compte plus tard. Donc oui, uniquement en liquide. Donc voilà ce qui se passe.
Mais ils voulaient le faire jusqu'au dernier Ukrainien. Bien sûr, les Russes les laissent faire, parce que bien, le peuple russe en général, et comme vous pouvez le voir vous-même dans les derniers sondages, plus de 80% soutiennent les politiques de Vladimir Poutine. Ils comprennent à quoi ils ont affaire. Et ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine, c'est entre la Russie et l'OTAN. Tout le monde le comprend. Que puis-je dire? C'est fini. Mais ces imbéciles vont encore réussir à plus de gens du côté ukrainien. Donc, si les Ukrainiens veulent le faire, qu'ils le fassent. Que puis-je dire? Garland. Passons à ce qui s'est passé en Chine ces derniers jours. Tout commence avec le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai et il y a eu beaucoup de panique, surtout parmi l'establishment de l'Occident collectif. Donald Trump lui-même a commenté. Voici le New York Times. Poutine reçoit un accueil de plus en plus chaleureux sur la scène mondiale. Les dirigeants eurasiens ont rencontré avec empressement le leader russe lors d'un sommet. Ils n'ont pas nommé l'Organisation de coopération de Shanghai, mais lors d'un sommet comme le président Trump a aidé à atténuer l'isolement lié à la guerre en Ukraine. Le sommet de... Eh bien, l'OCS a apporté des développements très concrets, surtout pour les relations Chine-Inde. La relation Russie-Chine s'est renforcée avec la signature du gazoduc Power of Siberia. Et ensuite, il y a eu la parade célébration de la victoire sur l'agression japonaise pendant la Seconde Guerre mondiale, le 80e anniversaire de cet événement. Donald Trump a tenu quelques mots choisis sur cette célébration juste avant le début de la parade, où il dit essentiellement « Transmettez mes salutations les plus chaleureuses à Poutine et Kim Jong-un ». C'est son message à la Chine pendant que vous complotez contre les États-Unis. Et s'il serait question dans les discours de Xi Jinping du soutien des États-Unis à la Chine pendant la Seconde Guerre mondiale, sûrement sans comprendre que la Chine combattait le Japon pendant de nombreuses années avant que les États-Unis n'entrent en guerre. Et puis, il y a juste l'aspect visuel et ce qui a été accompli. Scott, je veux avoir ta réaction. Voir Poutine, Kim Jong-un et Xi Jinping marcher ensemble, saluer les vétérans, et puis bien sûr la promesse de Poutine concernant la visite de Kim Jong-un en Russie. Il se passe beaucoup de choses ici. Quelle a été ta réaction à tout cela? Et je n'ai même pas encore mentionné les nouvelles réalisations présentées par la Chine dans son complexe militaro-industriel. Tes impressions? Rien n'était inattendu. La Corée du Nord a envoyé des troupes combattre dans la région de Koursk. 101 morts, repoussant avec succès les forces ukrainiennes formées par l'OTAN. Donc pourquoi sommes-nous surpris que Poutine et Kim Jong-un s'embrassent? Nous savions qu'ils allaient s'embrasser. Nous savions qu'ils étaient amis. Nous savons qu'ils ont une relation stratégique. Xi et Poutine se parlent depuis un certain temps. Il y a eu des appels téléphoniques. Chaque fois que ces dirigeants se rencontrent, c'est cordial. Rien de tout cela ne surprend quelqu'un qui observe la scène. Ce n'est pas soudain. C'est le fruit d'années de relations solides entre ces trois leaders, naturellement enclins à se soutenir, mais contraints d'accélérer leur collaboration à cause des politiques irresponsables des États-Unis et de l'Europe, cherchant à cibler et isoler ces trois pays. Et si vous suivez les programmes d'armement chinois, rien ne devrait vous surprendre. Tout est public. Nous en avons parlé. Tout est là. C'est la réalité qui se manifeste. Et maintenant, le New York Times et l'Occident se réveillent face à ce fait. Un autre point, le dollar est mort. Après ce sommet de Shanghai, le dollar est fini. Plus aucune chance pour les États-Unis de conserver la pertinence du dollar. C'est terminé. Et c'est entièrement de notre faute, ce qui signifie Scott Pesson. Hey Donald Trump, si tu écoutes ça, vire ton secrétaire au Trésor, ce serait la meilleure décision après avoir licencié ton secrétaire d'État. Deux russophobes qui ne veulent pas la paix et ne cherchent pas la prospérité. Leurs politiques détruisent la crédibilité américaine.
Mais rien de tout cela ne devrait surprendre qui que ce soit. Rien de ce qui s'est passé en Chine lors de ce sommet de l'OCS n'est surprenant. On aurait pu l'écrire à l'avance. N'importe qui Danny dans la région, aurait pu l'écrire et aurait eu 100% raison. Sûrement 2% de surprise au maximum. Le poids. Rien de tout cela n'a surpris, car ceux qui observent savent que c'était l'issue la plus prévisible imaginable. Je vois encore une fois l'Occident prouver à quel point il est complètement hors sujet. Les médias grand public, quelle blague. Le New York Times, je ne mettrai même pas mon oiseau là-dedans dans une cage. Voilà mon avis. Rien n'était inattendu. La Corée du Nord a envoyé des troupes combattre dans la région de Koursk. 101 morts, repoussant avec succès les forces ukrainiennes formées par l'OTAN. Donc pourquoi sommes-nous surpris que Poutine et Kim Jong-un s'embrassent? Nous savions qu'ils allaient s'embrasser. Nous savions qu'ils étaient amis. Nous savons qu'ils ont une relation stratégique. Xi et Poutine se parlent depuis un certain temps. Il y a eu des appels téléphoniques. Chaque fois que ces dirigeants se rencontrent, c'est cordial. Rien de tout cela ne surprend quelqu'un qui observe la scène. Ce n'est pas soudain. C'est le fruit d'années de relations solides entre ces trois leaders, naturellement enclins à se soutenir, mais contraints d'accélérer leur collaboration à cause des politiques irresponsables des États-Unis et de l'Europe, cherchant à cibler et isoler ces trois pays. Et si vous suivez les programmes d'armement chinois, rien ne devrait vous surprendre. Tout est public. Nous en avons parlé. Tout est là. C'est la réalité qui se manifeste. Et maintenant, le New York Times et l'Occident se réveillent face à ce fait. Un autre point, le dollar est mort. Après ce sommet de Shanghai, le dollar est fini. Plus aucune chance pour les États-Unis de conserver la pertinence du dollar. C'est terminé. Et c'est entièrement de notre faute, ce qui signifie Scott Bessent. Hey Donald Trump, si tu écoutes ça, vire ton secrétaire au Trésor, ce serait la meilleure décision après avoir licencié ton secrétaire d'État. Deux russophobes qui ne veulent pas la paix et ne cherchent pas la prospérité. Leurs politiques détruisent la crédibilité américaine. Mais rien de tout cela ne devrait surprendre qui que ce soit. Rien de ce qui s'est passé en Chine lors de ce sommet de l'OCS n'est surprenant. On aurait pu l'écrire à l'avance. N'importe qui Danny dans la région, aurait pu l'écrire et aurait eu 100% raison. Sûrement 2% de surprise au maximum. Le poids. Rien de tout cela n'a surpris, car ceux qui observent savent que c'était l'issue la plus prévisible imaginable. Je vois encore une fois l'Occident prouver à quel point il est complètement hors sujet. Les médias grand public, quelle blague. Le New York Times, je ne mettrai même pas mon oiseau là-dedans dans une cage. Voilà mon avis. Eh bien, André, et toi, quelle a été ta réaction face à ces événements? Tu pourrais parler particulièrement de certains aspects militaires que Scott a mentionnés. Je vais même en montrer un sur lequel vous pourrez tous réagir en revenant dessus. Il y en a un en particulier qui a choqué certaines personnes, le missile balistique intercontinental DF-5EC, qui peut transporter plusieurs ogives nucléaires et a un rayon d'action global très important. Je vais juste le montrer pendant que tu parles, André. Vas-y. Scott, tu as pratiquement tout résumé. Le point fondamental, c'est que ce que l'Organisation de coopération de Shanghai OCR accomplit, en plus de bien d'autres choses, comme indiqué correctement, il y a le Power of Siberia 2, appelé autrement maintenant, mais essentiellement c'est la même chose, est désormais officiel et signé. Et bien sûr, il y a la banque. Beaucoup de gens pensaient, et soyons francs, que l'OCS est, dans un sens très éloigné, la représentation militaire et sécuritaire des économies des BRICS, dans le cadre de cette intégration qui se met en place. Et donc évidemment la banque, et il faut comprendre, quand ils disent « Oh oui, nous ouvrons cette banque », ça signifie que le travail préliminaire a été fait, tous les problèmes majeurs ont été réglés, et oui, elle est totalement indépendante du système international, ce qui signifie le système dollar international. Le dollar continuera à circuler comme une autre monnaie, mais beaucoup de gens ont encore mal compris
et espérait voir une monnaie des BRICS. Il n'y en aura pas. Les Chinois adorent leur yuan, les Russes leur rouble, les Indiens leur roupie, et ainsi de suite. Mais il y aura évidemment un mécanisme de conversion. Ils pourraient créer une unité convertible, un peu comme le franc suisse pour les comptes internationaux. Donc ça restera quelque chose d'absolument secondaire. C'est comme ce qui s'est passé avec Lloyds. Voilà pourquoi Londres, la ville officielle, déteste les produits russes. Ils ont dit « Oh oui, nous n'assurerons pas vos navires ». La Russie a répondu « Très bien, nous sommes beaucoup plus riches que vous. Vous êtes des pauvres. Nous sommes un pays très riche. » Et c'est tout. Très simple. Et oui, Scott a absolument raison. Rien de tout cela n'a surpris ceux qui ont suivi la scène et qui ont un minimum de discernement. Nous avertissons, Garland m'a appelé, plein d'autres personnes, de cela depuis des années. Ce n'est pas comme si nous disions « Oh oui, regardez mon blog de 2014 ». J'avais déjà dit, les États-Unis, combinés avec l'Occident, ont tout gâché après les événements de Crimée et le début de la guerre en Ukraine, qui a vraiment commencé en 2014, pas en 2022. Et voilà le nouveau monde, la nouvelle réalité. Militairement, c'est désormais le bloc le plus puissant. Quoi qu'il se passe après, ce sera essentiellement la phase de mise en place des arrangements, la mise en place des mécanismes économiques. Et militairement, les Russes et les Chinois sont très proches. Ce n'est pas un secret qu'ils effectuent non seulement des exercices conjoints, mais patrouillent maintenant ensemble, y compris des patrouilles sous-marines dans la mer du Japon. Voilà le nouveau monde. Que dire d'autre? Garland, quelle est ta réaction aux événements de l'OCS ainsi qu'à la parade? Well, my first thought was this. Okay, so Russia and its allies are building. Mon premier réflexe a été ceci. La Russie et ses alliés construisent des pipelines et la Chine et la Russie y investissent beaucoup d'argent. Pourquoi? Parce qu'il y a un certain niveau de confiance. Ils doivent encore traverser d'autres pays. Pendant ce temps, l'Occident fait exploser ses propres pipelines. Les États-Unis font sauter les pipelines allemands, le Danemark les aide à camoufler ça. Il n'y a aucun honneur entre voleurs en Occident. Ils se volent mutuellement et détruisent l'infrastructure des autres. Il n'y a absolument aucune confiance. Ils cachent tout, dissimulent. Cette confiance existe bel et bien. Et je dirais, quelle entreprise, dans son bon sens, investirait aujourd'hui en Europe dans un gigantesque projet de pipeline, sachant qu'à tout moment, l'Empire américain pourrait décider qu'il n'aime pas ce projet et le faire sauter avec le gouvernement local complice pour le couvrir. Ces projets d'infrastructures massifs appartiennent au passé. Et d'ailleurs, ils n'en ont pas les moyens. Je pense que le fiasco du pipeline Nord Stream restera comme l'un des événements fondateurs qui ont condamné l'Occident et la machine industrielle européenne, notamment allemande. Aujourd'hui, personne ne signerait les contrats signés à l'OCS ou à Vladivostok, Saint-Pétersbourg et dans d'autres grands forums économiques, car il n'y a aucune garantie qu'un projet ne sera pas détruit pour des raisons politiques. Donc je vois de la confiance, la volonté d'investir et des personnes prêtes à collaborer. Leur seule contrainte sera probablement des drones et des caméras pour protéger les pipelines et infrastructures contre les fous de l'Occident. Mais ils pourront avancer sur ce type de projet qui nécessite confiance et investissement financier majeur. Yeah, Scott, before I get back to you, because I know our other two esteemed guests do have time constraints. Scott, avant de revenir vers toi, car nos deux autres invités ont des contraintes de temps plus strictes, je reviens vers toi, Garland, pour tes réactions finales. Et toi, André, expert militaire, donne ton avis. Quel message envoie la Chine avec le lancement du Dongfeng, le missile stratégique intercontinental nucléaire DF-5C, qui a une portée de frappe très puissante? Il est important de préciser que la Chine a une politique de non-premier emploi, mais ils l'ont montré lors de la parade et cela a suscité de très fortes réactions. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela, ainsi que du développement global du complexe militaro-industriel chinois et russe? Je pense que les deux ont énormément progressé au cours des dernières
décennies, jusqu'à atteindre ces réalisations impressionnantes. Quel est ton avis sur ce sujet? I don't know why they react. I mean, China have been able. Je ne comprends pas pourquoi certaines personnes réagissent ainsi. La Chine a démontré, pas sur tous ses systèmes, mais sur certains missiles balistiques intercontinentaux, qu'ils sont effectivement intercontinentaux. Ils volent et atteignent leurs cibles. Donc lorsque l'on compare cela aux explosions nucléaires d'Hiroshima ou de Nagasaki, on peut avoir des ogives thermonucléaires de type mégaton. C'est normal si besoin est, SFA. Mais tout dépend aussi de la capacité à transporter plusieurs éléments, comme des véhicules de glisse hypersoniques et manœuvrables. C'est un développement naturel des technologies. Et que dire d'autre? C'est normal. Avec un pays à l'économie immense, industrielle comme la Chine et des domaines scientifiques appliqués en très rapide développement, il est évident qu'ils peuvent développer ce type de système. Cela ne surprend absolument pas et je ne comprends pas pourquoi les gens s'excitent autant. La Chine a simplement démontré sa capacité. Ils l'ont montré sur la place Tiananmen, au monde entier. Nous sommes capables. Voilà. Nous pouvons discuter longuement des lacunes chinoises, et elles existent, notamment en termes de déploiement nucléaire et de la force sous-marine. Mais il n'y a aucun doute, ils développent sérieusement leurs bases militaro-industrielles et certaines armes. C'est un développement organique et normal pour un pays disposant d'industries gigantesques comme la Chine. Comprenez-vous? La Chine construit désormais cette flotte de surface à un rythme inouï. Seuls les États-Unis, pendant la Seconde Guerre mondiale, ont été capables de produire un tel nombre de navires de combat. Mais n'oubliez pas, il s'agissait de navires des années 40. Ceux-ci sont modernes, nécessitent des technologies complètement différentes et sont très coûteux. Donc, si vous regardez l'industrie navale chinoise, je n'ai même pas assez de mots pour la décrire. C'est monstrueux. C'est juste insensé. Et quand j'explique cela aux gens, ils sont toujours surpris par ce chiffre. La Chine produit en acier et en fer, indispensable, 10 fois plus que la Russie, alors que la Russie produit légèrement plus que les États-Unis. Cela montre l'ampleur des choses. C'est un développement organique. Écoutez, je dois filer les gars. Merci de m'avoir vu, Scott. Ne laissez jamais M. Tario. Franchement, j'ai failli exploser l'écran. Pourquoi a-t-il fait ça? Je ne sais pas. Eh bien, André, content de te voir. Content de te voir. Très bien, les gars. Garland, même question pour toi. Je vais également Garland, vous montrer une image qui circule. Politics, and I wanted montre to la just show différence this entre les image, which dirigeants has been going occidentaux around, et the ceux de ce difference monde between multipolaire Western leaders en and the leaders ascension. of this rising Garland, multipolar tes world. impressions, Garland, je sais que tu as des contraintes your de temps, thoughts. I je know vais that you have some quand time même te constraints donner too, la so I parole. wanted to get to you. Yeah, well, one of the things I think that Oui. Une des choses que je vois, c'est que la Chine souligne qu'elle dispose d'une force de dissuasion nucléaire. Je pense qu'ils comprennent le danger du plan diabolique des États-Unis visant à éliminer la Chine et que face à l'incapacité des États-Unis à attaquer la Chine par des moyens conventionnels, ils planifieraient éventuellement d'utiliser des proxys, comme les Philippines, et peut-être envisager l'utilisation de certaines armes nucléaires tactiques ou d'autres types de forces nucléaires contre les Chinois. La Chine envoie clairement un message. N'y pensez même pas. N'imaginez pas que le fait d'avoir plus d'armes nucléaires que nous vous permettra de nous attaquer avec des armes nucléaires tactiques, locales ou intermédiaires, sans que nous réagissions. Nous avons la capacité de vous atteindre. Bien que ce soit dangereux, un mauvais mouvement, et nous sommes tous perdus. Je comprends ce que fait la Chine. Ils agissent vraiment en mode dissuasion pour faire comprendre aux États-Unis qu'ils sont désormais faibles sur le plan conventionnel, notamment pour soutenir un conflit militaire contre nous ou tout autre pays. Ils pourraient être tentés de passer directement à l'arme nucléaire, mais il ne faut même pas y penser, car les conséquences seraient très rapides et sévères. C'est exactement le principe de la dissuasion nucléaire. J'apprécie tout le travail que Scott fait pour calmer cette agitation nucléaire mondiale. Nous devons tous soutenir Scott dans cette mission, notamment pour anticiper l'éventuelle expiration des traités nucléaires en 2026. Nous devons faire tout notre possible pour que la situation ne devienne pas incontrôlable.
Yeah, Scott, that's exactly what I was thinking as I saw this, because China's very clear. If you watch Oui, Scott, c'est exactement ce que je pensais en voyant cela. La Chine est très claire. Si vous regardez la parade et les médias qui la couvraient, tout le monde disait que c'était une démonstration de dissuasion. La politique chinoise de non-premier emploi est pleinement respectée. Il ne s'agit pas nécessairement d'envoyer le message qu'une guerre nucléaire est inévitable, mais de montrer qu'ils disposent de capacités pour dissuader effectivement sans utiliser ce mot ou, comme le dirait Pete Hegseth. Scott, quelle est ta réaction à cela? Parce que je pensais à tout ce que Garland vient de dire, au travail que tu fais et au fait que nous sommes à un point où des pays comme la Chine sentent qu'ils doivent montrer qu'ils ont la capacité de se défendre avec ces moyens si la situation y conduit. Mais le problème, c'est justement si nous en arrivons là. No, first of all, thank you, Garland. Thank you, Danny, for bringing up the... Non, tout d'abord, merci Garland. Merci Danny d'avoir évoqué ce travail. C'est un travail important. Nous avançons, nous verrons ce qui se passera. Mais regardons le DF-5. C'est un missile à moteur liquide. Les gens doivent savoir que le système présenté en 3 parties peut être vide. Il ne peut pas être tiré. Il pourrait même s'agir de maquettes, parce qu'on ne voudrait normalement pas qu'un missile opérationnel soit soumis aux vibrations sur route. Mais le fait est qu'il y a 20 de ces missiles en service opérationnel. Il faut 2 heures pour les alimenter en carburant. Il faut les sortir d'un tunnel, les lever, puis encore 2 heures pour le carburant. Si jamais nous en arrivions là, la Chine aurait neutralisé les forces américaines sans que nous le sachions. Mais ce n'est pas une arme de première frappe. C'est littéralement une arme qui dit « Nous avons la capacité de vous atteindre et d'infliger de sérieux dégâts si la guerre dégénérait. » 12 ogives indépendamment ciblées par missile, 20 missiles, cela fait 200 ogives, soit environ 40 vies américaines détruites. C'est ce qu'on appelle la dissuasion nucléaire. Les Chinois disposent d'un meilleur système, le DF-41, un missile à propergol solide dans un silo. Ils ont construit, j'oublie le nombre exact, 1000 silos et quelques centaines de missiles qu'ils déplacent comme un jeu de coquilles géant dans l'ouest de la Chine. Les États-Unis, pour les neutraliser, devraient frapper les 1000 silos avec une ogive par silo. Mais il en faut 2 par silo, soit 2000 ogives. Plus que toutes les ogives que nous possédons dans le cadre du traité New START. Mais nous vivons dans un monde très dangereux. La Chine est en phase de rattrapage. L'une des grandes réalités déstabilisantes, c'est qu'à cause des politiques irresponsables de Donald Trump et Joe Biden, nous avons redéfini nos plans de guerre, en envisageant la possibilité d'une préemption nucléaire contre la Chine. Nous avons retravaillé nos ogives. Ted Postol explique très bien les mécanismes de fusion des ogives d'U-76 sur les sous-marins Trident. Mais les Chinois disent « Attendez une minute, vous planifiez une préemption pour nous neutraliser et enlever notre dissuasion? Très bien. Alors, nous allons fabriquer un grand nombre d'armes nucléaires et rattraper notre retard. » Mais du point de vue américain, disons que la Chine a 1550 ogives déployées, la Russie aussi, nous aussi. Nous ne considérons pas que ce sont 3 nations égales. Nous pensons, les Russes et les Chinois ensemble ont 3150 ogives et nous sommes en danger. Il faut anticiper. Il faut arrêter cette course aux armements avant qu'elle ne commence. Mais cela exige que les États-Unis soient responsables, car la raison pour laquelle la Russie et la Chine modernisent et développent leurs forces nucléaires, c'est à cause de politiques irresponsables des États-Unis. Retrait du traité ABM par George W. Bush en 2002, retrait du traité INF par Donald Trump en 2019, et maintenant, Trump pourrait laisser expirer le New START, dernier traité de contrôle des armements, début février 2026. Si cela disparaît sans remplacement, comme dit l'adage, Cathy ferme la porte. Nous serons en pleine course et ce sera catastrophique. C'est donc un sujet crucial. Il est parfois difficile de rester concentré car il y a tout le reste autour. Non seulement l'Ukraine, mais le danger iranien, Israël armé nucléairement, l'expansion du conflit avec les Houthis, Gaza et toujours à l'horizon Taïwan qui attend apparemment d'être envahi. Nous vivons dans un monde très dangereux.
Et il serait meilleur si nous pouvions arrêter la prolifération nucléaire et commencer à respecter les promesses du TNP. Non seulement stopper la prolifération, mais réellement réduire les armes nucléaires. Elles sont inutiles. J'ai discuté récemment avec un analyste suisse qui m'a dit « La destruction mutuelle assurée n'est qu'une façon sophistiquée de dire suicide. » C'est exactement comme il faut le voir. Tant que nous avons des armes nucléaires, nous préparons littéralement notre propre suicide. Et je pense que le monde serait meilleur si nous ne préparions pas notre suicide. Yeah, and it's important, as you noted, Scott, also, get to the root cause of this, the irresponsible, aggressive. Oui, et c'est important, comme tu l'as noté, Scott, de remonter à la cause, les politiques irresponsables et agressives des États-Unis sur les dernières administrations. Garland, avant de partir, un dernier commentaire. Scott et moi resterons pour couvrir d'autres sujets qui nécessitent notre attention, notamment le conflit nucléaire. Tes dernières réflexions? Ce que j'ai trouvé intéressant, c'est que le New York Times disait que Trump assouplit l'isolement de Poutine. Aussi absurde que cela paraisse, en observant la situation depuis le début, l'isolement signifie simplement que l'Occident, États-Unis et alliés, ne les aiment pas. Mais la majorité du monde considère la Russie comme une partie intégrante et très importante de son futur. Cela montre à quel point l'illusion et la propagande sont fortes aux États-Unis, empêchant le peuple de prendre de bonnes décisions politiques et d'assurer l'avenir de leurs enfants, car ils ont été trompés et manipulés par les médias américains. Encore une fois, les gars, c'est très important. Ce que vous faites, Denny, ce que tu fais, Scott, peu importe ce que j'essaie de faire, ce que nous faisons est critique. Ce que nous faisons est important parce que vous n'avez pas de démocratie. Vous savez, tout ce discours sur la démocratie, je me fiche de ce à quoi ressemblent les votes. Je me fiche si vous utilisez des machines, des bulletins papier, tout cela. Si les gens votent parce qu'ils croient qu'un gars est un loup-garou, l'autre un zombie et l'autre un vampire, peu importe la pureté du système, vous n'avez pas de démocratie sans électeurs informés, sans un électorat informé. Donc je pense que c'est important, Denny, continue le bon travail, Scott aussi. Et nous continuons à essayer d'informer l'électorat. Et tout le monde dans le chat, la chose la plus importante que vous puissiez faire, et les filles aussi, c'est de partager ce contenu sur toutes vos plateformes de réseaux sociaux. Voilà, c'est à peu près ma sortie. Oui, bien sûr. Super de te revoir, Garland. Nous resterons certainement en contact. Votre chaîne YouTube est dans la description de la vidéo. Les gens peuvent donc vous suivre aussi. Passez une bonne journée. Très bien. Merci beaucoup. À plus tard, Scott. Très bien, prends soin de toi. Right. So, Scott, let us get to this final front. Bon, Scott, abordons ce dernier front que je voulais couvrir, car des développements ont eu lieu et il a été difficile de suivre. Tout d'abord, je voulais te parler d'Israël. Il y a ce que l'on observe souvent avec Israël dans cette campagne génocidaire à Gaza et ses objectifs. Expansionniste dans la région, une préparation qui dure genre semaines et semaines pour ce qu'ils appellent l'occupation de la ville de Gaza. Il y a eu quelques accros. Par exemple, l'armée israélienne a du mal à mobiliser tous ces jeux. Ils pensent qu'ils veulent 60 000 réservistes, en plus de ce qu'ils utilisent déjà dans cette campagne. Et ils ont des difficultés parce que les gens ne veulent plus le faire. Cela dure depuis plus de 2 ans maintenant. Ensuite, la réalité est qu'il ne sera pas si facile d'entrer dans Gaza, avec des milliers et des milliers de troupes. Et il y a déjà des embuscades et diverses actions menées par ces forces, le Hamas et d'autres groupes de résistance pour le 30 août, où certains ont été capturés, et Israël a complètement censuré cette histoire dans le quartier de Zaytoun. Mais à Zaytoun, à Gaza, les combats continuent. Beaucoup se demandent si le taux de perte pour Israël va exploser s'il décide d'envoyer des dizaines de milliers de soldats profondément dans Gaza. Et puis il y a le Yémen. Scott, le Yémen vient de subir une frappe majeure de décapitation par Israël.
qui a tué plusieurs de leurs généraux et dirigeants politiques, mais ils poursuivent néanmoins leurs opérations. Ils tirent ces missiles et un développement intéressant concernant ces missiles, Scott, c'est qu'ils ont maintenant ce qu'ils appellent un missile à sous-munitions, capable de tirer plusieurs ogives en un seul tir, ce qui cause des problèmes aux défenses aériennes israéliennes. Scott, quelle est ta réaction face à ces développements et où en est-on ici? Well, first of all, Israel's not going to win this war. Tout d'abord, Israël ne va pas gagner cette guerre. Il n'y a pas de plan. Je ne sais pas combien de fois, c'est comme regarder les Allemands précipiter des troupes dans l'usine Barikadi à Stalingrad. Peu importe combien de fois vous envoyez des troupes fraîches, vous foncez, les Soviétiques sont retranchés et ils vous repousseront. Le Hamas n'ira nulle part. Tu as dit que nous approchons de 2 ans de ce conflit. En réalité, Israël estimait qu'au début de ce conflit, le Hamas et le djihad islamique comptaient entre 30 et 40 000 combattants actifs. Et après 2 ans de guerre, Israël dit qu'ils en ont tué 8 900. Mais ce ne sont pas tous des tireurs. Le nombre de tireurs réels est sûrement moins de la moitié. Beaucoup des 8 900 sont des postiers, des enseignants, n'importe qui touchait un salaire du Hamas. Si vous étiez un homme en âge militaire et payé par le Hamas pour une quelconque fonction, vous étiez considéré comme un militant du Hamas et compté parmi les victimes. Mais le nombre de tireurs réellement tués par Israël est extraordinairement faible. Et autre point, le Hamas a mené une campagne de recrutement très efficace pendant ce conflit. Surtout pendant le bref cessez-le-feu qui a existé, ils ont pu attirer encore plus de main-d'œuvre. Leur réseau de tunnels est intact à plus de 80%. Les Israéliens continueront simplement à être massacrés et nous voyons le Hamas réussir davantage à éliminer un plus grand nombre d'Israéliens lors d'embuscades planifiées. Et à mesure que la volonté israélienne de poursuivre le combat diminue, des erreurs seront commises. Ils deviendront négligents sur le terrain. Le Hamas, lui, ne deviendra pas négligent et le nombre de victimes augmentera. Politiquement, c'est une situation insoutenable pour Israël. Netanyahou est désespéré. C'est pourquoi il parle de ce besoin de réaliser ce qui est, en fait, l'équivalent moderne de l'opération de liquidation du ghetto de Varsovie menée par les nazis en utilisant leur proxy ukrainien. C'est ce que Netanyahou et ses maniaques génocidaires d'extrême droite proposent. Annihiler physiquement les Palestiniens, les supprimer. Jared Kushner, le gendre du président, a fait une déclaration stupide sur le bulldozage du Negev et le déplacement de ces populations, comme s'il ne comprenait pas ce qu'était le droit humanitaire international. Oh, il ne comprend pas. Et ne comprend pas ce qu'est un criminel de guerre. Il en est un. Israël ne va tout simplement pas gagner. Nous voyons une résistance croissante de la population israélienne, des centaines de milliers de personnes dans les rues. C'est curieux. Je note toujours que, vous savez, les anciens commandants des forces nucléaires américaines du Strategic Command, etc., lorsqu'ils prennent leur retraite, presque sans exception, disent immédiatement « Nous devons nous débarrasser de toutes les armes nucléaires. Nous devons aller vers zéro nucléaire, plus d'armes. » Mais quand ils étaient commandants, ils disent « Non, nous avons modernisé notre plan de frappe et nous sommes prêts à faire… » Presque aucun ancien responsable du renseignement israélien ou général ne soutient cette campagne. Presque, j'oublie le nombre exact ayant signé la lettre, mais c'était très élevé. Presque tout le monde disait « Cette guerre est stupide, nous devons l'arrêter, nous ne gagnons pas. » Haaretz vient de publier un article en une qui affirme que les Palestiniens se sont montrés comme le peuple le plus admirable de l'histoire moderne pour défendre leur patrie. Et le choix des mots est intéressant. Leur patrie, reconnaissant qu'il existe une patrie palestinienne, Israël ne va tout simplement pas gagner. Et c'est là que je me mets en difficulté, mais tant pis, je m'en fiche. Israël n'allait jamais gagner. Je l'ai dit dès le début. Mais comme tu l'as indiqué, tu sais, je dis aussi que la guerre est une extension de la politique par d'autres moyens. Je crois fermement que Sinwar et les autres planificateurs du Hamas savaient ce qu'ils faisaient lorsqu'ils ont initié le 7 octobre.
Ce n'était pas un plan paniqué. C'était très soigneusement exécuté pour obtenir un résultat très spécifique. Et ce résultat était de pousser Israël à entrer dans Gaza et ensuite de laisser Israël être Israël. C'était le plan. Et ce n'est qu'en laissant Israël être Israël que le monde se réveillerait face à la réalité horrifique de ce qu'Israël est réellement. Vous voyez, Israël a pu se déguiser derrière ce vernis de civilisation. Je veux dire, laisser beaucoup d'Américains croire qu'ils sont littéralement juste un 51e État, je veux dire. Nous parlons juste hébreu, mais nous sommes comme vous. Je sais que c'était le cas quand j'ai visité Israël. Ils étaient tellement fiers de leur relation étroite avec l'Amérique. Nous sommes comme vous. Mais ils ne le sont pas, parce qu'ils nous espionnent. Ils tuent nos marins. N'oubliez jamais l'incident du Liberty. Ce ne sont pas nos amis. Et ils commettent des meurtres de masse. Ce sont des gens horribles, horribles. Les sionistes sont horribles. Nous avons fait semblant trop longtemps qu'Israël est une nation respectable, que sûrement certaines personnes font des erreurs. Mais Israël, il n'y a rien. Non, la vaste majorité du peuple israélien soutient ce qui se passe contre les Palestiniens. Les gens dans la rue ne disent pas « arrêtons la guerre parce que nous tuons les Palestiniens ». Ils disent « arrêtons la guerre parce que nous voulons récupérer nos otages ». C'est tout. Ils restent là. Ils ne versent pas une larme. L'autre jour, 7 enfants faisaient la queue pour avoir de l'eau parce qu'Israël a coupé l'eau et les Israéliens les ont bombardés, tuant ces enfants et d'autres adultes là-bas pour le crime d'avoir soif. Le Hamas a été génial en laissant Israël être Israël. Et regardez ce qui se passe aujourd'hui. Le monde tourne le dos à Israël. Israël est fini. C'est terminé. Tout le monde les reconnaît pour ce qu'ils sont. Un État horrifique, génocidaire, meurtrier, qui ne peut exister que s'il se nourrit de la terre des Palestiniens. Israël n'a plus aucune légitimité, sauf aux yeux de l'administration Trump. Mais Donald Trump lui-même a reconnu qu'en Amérique, le soutien à Israël s'effrite rapidement, parce que les Américains se réveillent et voient la réalité de cette nation génocidaire et parasitaire. Donc je pense que nous ne parlons pas d'une victoire stratégique israélienne dont parlait Netanyahou, mais d'une défaite stratégique israélienne, qui entraînera non seulement la défaite militaire de l'armée israélienne à Gaza, mais aussi l'effondrement économique. Personne ne veut plus investir en Israël. L'effondrement social, les gens ont perdu confiance en leur gouvernement, et en fin de compte, la disparition de cet État sioniste. Et Scott, cela pousse logiquement vers une guerre avec l'Iran, ce qui a été démontré en juin 2025. Une telle guerre serait très difficile à mener pour Israël, voire impossible. Et vous savez, tous ces éléments que vous avez listés, nous pouvons aussi ajouter le fait que plus Israël agit ainsi, plus il va se créer d'adversaires régionaux. Il en a déjà un très fort, un qui, malgré une frappe de décapitation majeure contre Ansar Allah au Yémen, ne s'arrête pas. En fait, ils intensifient leurs actions. Ils touchent maintenant davantage de navires dans la mer Rouge. Ils tirent différents types de missiles sur Israël. Et alors que nous savions toujours, Scott, que Israël avait la soi-disant supériorité militaire, ils pouvaient tuer beaucoup de gens, ils l'ont fait et ils vont continuer. Je pense que le contexte plus large révèle une réalité différente. Je pense par exemple à l'esclavage aux États-Unis. C'est une histoire vraiment horrible, mais qui a duré longtemps et qui s'est finalement terminée. Parce que, d'une part, il y a eu la résistance, et d'autre part, l'impossibilité de la faire perdurer, pour ce facteur et bien d'autres. Il semble qu'Israël se soit mis dans une situation très similaire, ou du moins c'est ainsi que je la vois. Quand on regarde l'ensemble du contexte, Scott, que vois-tu? Je veux dire, Israël a mordu plus qu'il ne peut mâcher, et les États-Unis ne peuvent pas résoudre cela. Oui, Israël dispose d'avions fournis par l'Amérique et de renseignements américains, et ils peuvent intervenir, je veux dire, oui, ils ont tué le Premier ministre du gouvernement dirigé par les Houthis au Yémen et 11 de ses ministres lors d'une réunion ministérielle. Ce n'était pas une réunion militaire. La grande majorité des ministres tués s'occupaient de sport,
d'infrastructures et de ce genre de choses. Mais les Israéliens les ont tués en utilisant des renseignements en temps réel. C'est curieux ce que les Houthis ont fait ensuite. Ils ont pris d'assaut les bâtiments d'aide des Nations Unies et arrêté 11 personnes qui utilisaient divers moyens de communication électronique. Je pense qui, selon vous, a informé les Israéliens? Les Israéliens ont infiltré l'Organisation d'aide des Nations Unies. Je voulais juste le signaler vu les cris d'Israël sur les accusations selon lesquelles le Hamas aurait infiltré des organisations d'aide de l'ONU à Gaza. L'hypocrisie d'Israël est flagrante. Mais cela n'arrête pas les Houthis. Vous ne pouvez pas arrêter les Houthis. Ils croient en ce qu'ils font. Ils ne vont pas s'arrêter. Et ils tirent ces missiles. Vous avez mentionné ce missile, ce nouveau missile qui disperse plusieurs ogives. Si employés, les ogives se disperseront avant l'interception, ce qui signifie, actuellement, les Israéliens tirent essentiellement 2 missiles par missile entrant pour le détruire, s'ils réussissent. Mais maintenant, si vous séparez, je crois qu'il y a jusqu'à 6 ogives, cela signifie qu'il faudra au moins 12 intercepteurs pour abattre ce missile. Donc d'emblée, c'est une victoire économique pour les Houthis. Et ils ont emprunté ou acquis cette technologie auprès de l'Iran. L'Iran a testé des missiles très similaires, je pense avec une capacité de destruction encore plus grande. Si Israël veut affronter l'Iran, il y a beaucoup de discussions à ce sujet en ce moment. Ce ne sera pas un combat qui se terminera bien pour Israël. Tous les avantages qu'Israël avait lors du premier round, l'attaque surprise, la collusion américaine et la mise en place des Iraniens, la préparation sur une décennie du Mossad avec les drones, tout cela ne sera plus là. Les négociations qu'Israël avait avec l'Azerbaïdjan pour survoler leur espace aérien afin de traverser la mer Caspienne et frapper Téhéran par l'arrière, cette fenêtre ne sera plus ouverte. Donc vous voyez, Israël ne s'est pas renforcé. L'Iran, en revanche, a accéléré le rythme de développement de ses missiles balistiques, ce qui montre que tous les efforts israéliens pour dégrader la production de missiles balistiques lors de la guerre de 12 jours ont échoué. L'Iran a dit « Regardez, nous avons utilisé massivement des missiles âgés de 20 à 30 ans lors de la première guerre de 12 jours. Maintenant, nous avons le matériel moderne, et ce sera un combat différent si cela recommence. » Donc, je ne sais pas si Israël est vraiment pressé d'entrer dans un autre combat avec l'Iran. Nous avons vu les États-Unis commencer à retirer des ressources militaires de la région parce qu'ils comprennent la vulnérabilité et que la prochaine fois, ils n'auront pas ce jeu d'arrêt du conflit où, vous savez, les Iraniens laissent Trump faire voler son B-2 pour bombarder des cibles vides. Et ensuite, Trump évacue sa base pour que les Iraniens puissent tirer des missiles et toucher un radar sur une cible par ailleurs vide. La prochaine fois, ce ne sera pas ce genre de jeu. Ce sera pour du sang. Et les Iraniens auront une capacité immense à faire couler du sang, et Israël, comme les États-Unis, le savent. Je n'entends pas, j'entends le professeur Marandi pour qui j'ai un grand respect. Je vous entends, j'entends d'autres personnes. Vous savez, nous parlions de ce potentiel réel d'un conflit, mais je ne vois pas Israël vouloir vraiment déclencher cette guerre, parce que je pense qu'Israël comprend qu'il ne sortira pas vainqueur. Oui, je veux dire, j'ai vu des rapports de gens comme Fred Tix qui disent que cela pourrait se produire avant la nouvelle année, mais je suis totalement d'accord avec votre évaluation. S'ils le font ou non, je ne sais pas. Je veux dire, Israël, ils ont tendance à faire ce qu'ils veulent, mais vous avez raison, ce ne serait pas une partie de plaisir, ce serait bien pire que ça. Et je veux vos dernières réflexions, sûrement. Alors que nous commençons à conclure ici, Scott, sur la manière dont Donald Trump gère toute cette situation, parce que, bien sûr, le génocide continue, la région elle-même est vraiment, je veux dire, les gens voient cela, et certains se vantent, surtout du côté pro-israélien, regardez comme nous sommes invincibles, regardez ce que nous faisons en Syrie, nous continuons à tuer impunément au Liban, à Gaza, bien sûr, et puis l'Iran, il y a un cessez-le-feu là-bas. Donc regardez, nous nous en sortons si, bien, mais en même temps, Scott, il y a la réalité que, à tout moment, une guerre civile
deux pourraient s'enflammer au Liban, la Syrie est loin d'être stable, et bien sûr, vous avez l'imprévisibilité de la direction israélienne, aussi désespérée soit-elle. Et puis il y a le plan fuité de Donald Trump pour développer Gaza, qui consiste essentiellement à, je ne sais pas si tu as vu cela, Scott s'est appelé le Gaza Reconstruction Economic Acceleration and Transfer. Transformation plan, le Grit Trust. Ce plan prévoit essentiellement de payer les gens à Gaza, les Palestiniens, pour partir, ce qui est presque une autre catastrophe du droit au retour, une situation de type Nakba, mais en gros pour les faire partir ailleurs, afin que les États-Unis puissent développer la zone, les Kushner du monde, et ensuite, ils pourraient revenir sûrement, être. Mais quelle est ton analyse de la manière dont l'administration Trump a géré cette situation particulière? Il y a eu beaucoup de... Vous parlez de maladresse pour ce qui est de la guerre commerciale, de la situation Russie-Ukraine. Ce n'est pas vraiment aux États-Unis de décider à ce stade. Mais ici, l'administration Trump a pris une position presque définitive. Quelle est ton évaluation de sa gestion? What's your assessment on how it's been doing? Well, I mean, Eh bien, je veux dire, si vous voulez donner une note à Donald Trump pour avoir suivi ses engagements de campagne, il mérite un A, parce qu'il a dit qu'il soutiendrait Israël. Il est un partisan d'Israël. Il a construit un cabinet qui, je pense, pour passer la porte, devait essentiellement mettre Israël en priorité. Et donc il a tenu sa promesse. Et si vous avez ce cabinet, il produira les politiques qui nous donnent ce que nous avons aujourd'hui. Un soutien aveugle à Israël, peu importe la nature néfaste de ce qu'Israël fait. Et je veux rappeler aux auditeurs que chaque crime que vous et moi et d'autres articulons concernant Israël et ce qu'ils ont fait à Gaza, les États-Unis sont complices de ce crime. Si nous étions au tribunal, nous serions jugés coupables de meurtre avec les Israéliens parce que nous avons facilité cela. Ce n'est pas juste être le chauffeur dans un braquage qui a mal tourné. Nous planifions réellement le braquage, fournissons les explosifs, les armes, les balles et ordonnons aux braqueurs israéliens de tuer des gens. Nous sommes, à bien des égards, pires que les Israéliens dans cette affaire parce que nous savons que cela ne se produirait pas si nous ne l'avions pas facilité. Et pourtant, nous facilitons quand même. C'est un jour sombre pour l'Amérique et pour le peuple américain. C'est honteux. La seule bonne nouvelle est que même ici, aux États-Unis, les vents du changement semblent commencer à souffler. Donald Trump lui-même a dû avouer que le lobby israélien n'a plus son emprise de fer sur le Congrès. Trump a reconnu qu'Israël a acheté le Congrès. Je veux dire, c'est le président en exercice des États-Unis qui dit « oui », et il reste passif parce qu'il a déjà vendu son âme à ce diable. Mais je pense qu'il y a une reconnaissance croissante aux États-Unis que continuer un soutien aveugle à Israël est problématique. Cela va à l'encontre de tout ce que nous défendons collectivement. Et pour le bien de l'humanité, cela doit cesser. Et je pense que c'est la direction dans laquelle nous allons. Nous n'y arriverons pas du jour au lendemain. Cela prendra du temps. Mais vous savez, le peuple palestinien lutte depuis si longtemps. Quand on regarde le récit global de leur lutte, nous sommes proches de la fin. Il reste sûrement encore un peu de chemin, mais quand on considère l'ensemble de leur combat, nous sommes dans la phase finale ici. Et je pense vraiment que ça va mal se terminer pour Israël. Yeah, Scott, you know, when we think about Oui, Scott, vous savez, quand on parle de mal se terminer pour Israël, les derniers sondages, vous savez, il y a des sondages tout le temps, et c'était un gros sujet électoral, comme vous vous en souvenez sûrement. C'est en fait probablement l'une des principales raisons pour lesquelles Donald Trump a battu Kamala Harris. Le fait qu'elle représentait le visage du génocide à ce moment-là, elle représentait ce qui se passait à Gaza. Les derniers sondages montrent, Scott, que seulement environ 30% des Américains, et ce n'est que 30% des Américains, apportent leur soutien à ce qui se passe. Et
Ensuite, vous avez même, en Israël, vous aviez raison, à 100%. Et vous avez encore raison à 100%, 80, 90% ou plus des Israéliens n'éprouvent aucune empathie pour les Palestiniens. Pire encore, ils trouvent normal leur massacre. Mais ils veulent aussi voir cela se terminer parce que beaucoup considèrent que, premièrement, beaucoup d'Israéliens ont été sacrifiés sur l'autel de cette situation. Néanmoins, les prisonniers de guerre, appelés otages, pris le 7 octobre, beaucoup d'entre eux ont été tués durant cette période par Israël. Donc, votre réaction à cela, pourquoi alors Israël continue-t-il? Y a-t-il une valeur stratégique à Gaza au-delà du simple déplacement de tous les Palestiniens? Trump, dans son plan, semble le voir comme une manière de maintenir, voire de prendre, le contrôle en Asie occidentale grâce au développement économique à l'américaine. Le problème avec Gaza, c'est que vous savez, Israël et les États-Unis ont déjà montré qu'ils pouvaient contrôler le récit palestinien. Muhammad Abbas est acheté et payé. Abu Mazen, il est aux ordres des États-Unis et d'Israël. Le Fatah a cessé d'être un mouvement de résistance efficace depuis de nombreuses années. Il n'est désormais qu'une extension des forces de sécurité israéliennes. Les Palestiniens de la diaspora sont un groupe confus de personnes qui, vous savez, se tirent une balle dans le pied en acclamant la chute de Bachar al-Assad, en applaudissant Golani, ce terroriste d'Al-Qaïda en Syrie, sans comprendre qu'il brise l'épine dorsale de l'axe de résistance qui a permis de soutenir la résistance en cours. La seule résistance qui subsiste est à Gaza. C'est tout, le Hamas. Et Israël veut que le Hamas disparaisse, les États-Unis aussi. C'est une de ces questions existentielles et le Hamas ne va nulle part. Si un parti politique a émergé de ce conflit en montrant qu'il se souciait de la création d'un État palestinien, c'est le Hamas. Donc, l'idée qu'il va être effacé, qu'ils vont être expulsés, est absurde au plus haut point. Le gouvernement israélien de Benjamin Netanyahou est un gouvernement qui lutte contre divers courants de changement. L'un des grands courants de changement est lié à la corruption de Benjamin Netanyahou et de sa femme, Sarah. Si cette guerre se termine un jour, son gouvernement s'effondrera parce qu'il ne peut pas survivre en temps de paix. C'est un gouvernement de guerre. Il sera traduit en justice et reconnu coupable de corruption. Il passera le reste de sa vie en prison, là où il doit être. Mais nous voyons aussi des enquêtes supplémentaires sur sa conduite en tant que Premier ministre. Mauvaise gestion des informations classifiées, mensonges et tromperies délibérées envers le peuple israélien sur la situation des otages, impréparation du 7 octobre. Et ça continue, encore et encore. C'est un leader défaillant dont la seule capacité à se maintenir au pouvoir est de continuer à amplifier la menace du Hezbollah, des Houthis, de l'Iran et de ceux « Israël a besoin de moi, on ne change pas de cheval en cours de route » et ce genre de choses. Donc, Israël va continuer sur cette voie parce que les politiciens qui dirigent Israël aujourd'hui ont besoin de ce conflit pour survivre. Quand ce conflit sera terminé, ils seront partis, et ils le savent. Ils cherchent l'équivalent d'une guerre perpétuelle. Ce que vous obtenez à Gaza si l'on parle de dépopulation et tout le reste. Cela ne se produira pas du jour au lendemain. Cela prendra une éternité. Mais cela crée le concept perpétuel de conflit qui permet de légitimer les Ben Gvir et les Smotrich. J'oublie, il y a Smidge ou Smotrich, je ne sais plus son nom. Mais c'est un individu horrible qui ne fait que promouvoir le génocide. Je pense que c'est pourquoi cette guerre ne peut pas se terminer. C'est pourquoi Israël ne permettra pas à cette guerre de finir. Parce que si elle se termine, alors ils sont tous partis. Et le Hamas ne se rendra jamais. Je pense que c'est l'autre réalité qui se dessine ici. Peu importe ce que disent Donald Trump, Jared Kushner, Marco Rubio et les autres. Le Hamas est là, et ils ont déjà osé vous défier de venir les déloger, et personne ne peut le faire. Que Dieu bénisse le peuple palestinien, que Dieu bénisse la résistance, et que Dieu bénisse le Hamas pour avoir livré un combat incroyable face à des forces écrasantes et les avoir battus. Et les gens pourraient se fâcher contre moi en disant cela,
Mais si vous ne reconnaissez pas qu'Israël est la partie malfaisante ici, qu'Israël est celui qui accomplit le travail du diable, eh bien, il n'y a pas grand-chose que je puisse faire pour vous. Yeah. Yeah, it's going to be if these tens of thousands of reserves. Oui, oui. Cela va être si ces dizaines de milliers de réservistes finissent par marcher dans Gaza. Les scènes vont devenir beaucoup plus difficiles à censurer, comme Israël tente souvent de le faire. Danny, une question d'un super chat demande « Est-il possible rapidement, car nous, manquons de temps ici, mais est-il possible, en échange de fermer les yeux, que les États-Unis exigent d'Israël qu'il obtienne l'autorisation américaine pour lancer ses armes nucléaires. Israël a un accord de longue date avec les États-Unis. Il remonte à l'administration Nixon et concerne le protocole d'utilisation des armes nucléaires. Israël n'est pas au-dessus des lois. Il existe un accord que Israël est obligé de respecter, sinon il se retrouvera en violation de la loi américaine et des politiques mondiales de non-prolifération. Ainsi, Israël a, à l'occasion, initié le protocole qui conduit éventuellement à se déclarer puissance nucléaire. Mais donc, il n'y a pas de fermer les yeux. Il n'y a pas de nouveau deal. Le deal a déjà été conclu, il est en place, et il n'a pas été modifié. The deal's already been made. The deal's there, and it has not been altered. Eh bien, tout le monde, c'était une excellente émission aujourd'hui. Assurez-vous de cliquer sur le bouton like avant de partir. Vous pouvez trouver toutes les informations concernant nos invités dans la description de la vidéo ci-dessous. Nous avons la chaîne YouTube de Scott. Il fait très souvent des commentaires, Writers' Rounds, qui valent vraiment le coup d'être regardés. Que vous soyez d'accord ou pas, peu importe, ils ont beaucoup de valeur. Vous avez aussi la chaîne YouTube d'André et celle de Garland. Scott, y a-t-il autre chose que tu voudrais mentionner avant qu'on se quitte? Eh bien, je suis juste à mi-parcours de ce projet 38 dont nous avons parlé plus tôt, le sujet sur les armes nucléaires. Le voyage en Russie a été extrêmement précieux pour semer les bases permettant un potentiel changement. Nous travaillons sur plusieurs initiatives. Je ne sais pas si les gens ont vu sur mon Substack, scoot.com, mais moi-même et un groupe d'autres Américains que nous appelons la Pepsi Peace Initiative. Nous avons écrit une lettre ouverte à Donald Trump, lançant ce que nous espérons être un processus de coordination et de consultation sur l'extension du traité New START. Et nous avançons. Je tiens à remercier tous ceux qui ont déjà donné et soutenu cette initiative jusqu'ici. Rien de tout cela n'aurait été possible sans vous. Nous avons encore du chemin à parcourir. Alors, si quelqu'un souhaite soutenir, merci à tous ceux qui se sont engagés. Nous ne serions pas arrivés jusque-là sans vous, et nous faisons des choses vraiment intéressantes. C'est génial, Scott. Oui, ton Substack est maintenant dans la description de la vidéo, ci-dessous. Donc, comme vous allez aimer la vidéo pour que plus de gens la voient, allez consulter la description. Assurez-vous de tout vérifier sur le Substack de Scott. Sans plus attendre, tout le monde, je reviendrai bientôt ce week-end, mais d'ici là, prenez soin de vous. À plus tard, Taen, c'est en chinois. Au revoir. Je vous reverrai tous bientôt. Bye bye.